Voilà. Je m'exprime en français. Voilà. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Voilà. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations des droits humains. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Le double jeu de l'Union européenne en Afrique atteint son paroxysme. Alors que la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23 et de piller ses ressources, l'UE continue de financer Kigali sous couvert d'aide au développement. Comment expliquer qu'une institution prônant la démocratie et la stabilité finance un pays accusé d'alimenter une guerre? L'Europe applique-t-elle une politique de 2 poids, 2 mesures en Afrique, condamnant certains régimes tout en soutenant d'autres? Ces financements servent-ils réellement au développement du Rwanda ou asseoir sa domination militaire dans la région? Ce soir, professeur Franklin Nyamsi analyse les dessous de ce soutien financier controversé, les enjeux stratégiques cachés derrière cette relation privilégiée entre Bruxelles et Kigali et les conséquences pour la stabilité de la région. Le Rwanda, copieusement armé par ses tuteurs de l'Union européenne et de l'OTAN, et avec la complaisance de l'Organisation des Nations Unies, continue son avancée sanglante dans le sol congolais, afin de s'y assurer la mainmise sur les matières premières qu'il pille depuis plusieurs décennies, afin de fournir ses clients étrangers à l'Afrique. En ce mois de janvier 2025, il y a une vérité qui s'universalise et qui n'est désormais contestée par personne. C'est que le M23, pour ceux qui en doutaient encore, il est reconnu et par l'ONU et par toutes les grandes puissances, même occidentales, comme étant ni plus ni moins que le bras et la continuité de l'armée rwandaise. Les informations que nous avons à notre disposition confirment qu'au moins 4 000 à 5 000 soldats rwandais en uniforme rwandais sont actuellement dans le sol congolais, venus renforcer la milice détachée par l'armée rwandaise pour envahir le Congo. En réalité, l'armée rwandaise est en train de mener une guerre de conquête, une guerre coloniale africaine pour s'emparer du Kivu, parce qu'elle a obtenu le blanc-seing de ses grands partenaires de l'Union européenne et qu'elle obtient en réalité la bienveillance des grandes puissances industrielles occidentales notamment, par rapport à la mainmise sur les matières premières congolaises qui sont revendues à très vil prix à ses partenaires occidentaux assoiffés par le coltan, le lithium, l'or, le manganèse, l'uranium, bref, toutes les ressources qui font que l'État congolais, comme vous le savez, est l'État minier le plus riche au monde. En ce 29 janvier 2025, il n'y a plus sur la Terre un seul homme politique capable de se tenir dans un débat en Mondovision pour nier le fait que le Rwanda attaque la République démocratique du Congo pour la piller et que le fruit de ce pillage est vendu à l'Union européenne. Et j'espère que vous savez pourquoi personne ne peut le nier. Parce que l'Union européenne a commis la plus grave des erreurs quand on rentre dans une logique de duplicité contre un pays. C'est qu'il ne faut pas formaliser cette duplicité dans un accord accessible au public. L'Union européenne a signé sous les yeux du monde entier l'année passée un partenariat commercial avec le Rwanda. Et les ressources naturelles qui sont citées dans ce partenariat, on ne les trouve pas dans le sous-sol rwandais, mais essentiellement dans le sous-sol
de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que l'Union européenne, représentant une trentaine de pays européens, a accepté de signer un contrat de mercenariat avec le Rwanda. En signant un traité pour l'achat et la commercialisation des ressources du sous-sol congolais avec le Rwanda, l'Union européenne a assumé publiquement le fait qu'elle est la parraine de la déstabilisation du Congo, parce que pour que le Rwanda puisse fournir l'Union européenne en cobalt, en uranium, en diamant, en manganèse et en or, il faut que le Rwanda pille le Congo. Et donc, le traité de coopération signé par l'Union européenne avec le Rwanda est un traité de mercenariat qui fait de l'État rwandais un État, en réalité, qui est un cheval de Troie, qu'on introduit à l'intérieur de la République démocratique du Congo pour l'appuyer afin de mettre à la disposition des partenaires européens les matières premières congolaises arrachées par la guerre. Aujourd'hui, il n'est pas possible à qui que ce soit de porter plainte à qui que ce soit sur la terre pour diffamation sur cette question. Parce que le traité européen est là. Et il a été dénoncé comme tel, y compris par des députés européens. Je vous ai fait écouter ici un député européen qui a fait remarquer que le fait que l'Union européenne ait signé avec le Rwanda un traité de commercialisation des ressources minières qui n'appartiennent pas au Rwanda mais au Congo n'est ni plus ni moins que le financement de la guerre du Rwanda contre le Congo. Donc, ça, c'est l'évidence scientifique élémentaire. C'est la leçon de base. On ne peut pas faire de politique, on ne peut pas discuter de politique à propos de la tragédie congolaise sans partir de ce fait. Le Rwanda est un État qui est financé par des grandes puissances étrangères à l'Afrique, et notamment de l'Union européenne, en contrepartie du pillage du Congo pour fournir ces grandes puissances en matière première stratégique. Ça, c'est un fait scientifique. Je mets au défi qui que ce soit de me convoquer devant un tribunal de France, d'Europe, de Navarre, des États-Unis. J'irai. Parce que j'ai dit que la guerre du Rwanda contre le Congo, elle est financée par l'Union européenne. Je le dis sur la base des documents européens et des débats de l'Union européenne elle-même. Et comme on dit que le rappel sauve l'âme, bon, je vais retourner à cet extrait que je vous ai fait écouter, afin que ceux qui ont la mémoire courte se rafraîchissent la mémoire. L'extrait d'un dialogue, un dialogue au Parlement, c'était un dialogue au Parlement européen entre précisément les députés, parce que je vois que certains me demandent est-ce qu'ils peuvent réécouter ce dialogue. Ok, ben je vais vous le retrouver parce que je l'ai publié. C'est un dialogue célèbre. C'est un dialogue célèbre. Je vais vous le faire écouter pour que sur la crise congolaise, on commence vraiment par s'entendre sur les évidences. Parce que si on s'entend pas sur les évidences, c'est même pas la peine de discuter. C'est pas la peine de discuter si on ne s'entend pas sur les évidences. Alors, un député, j'avais publié cela en disant un député européen accuse l'Union européenne, Rwanda. Je vous retrouve cette vidéo, je l'espère, très rapidement. Voilà. Alors, je crois que j'ai trouvé la vidéo. Maintenant, je vais vous mettre. Vous êtes peut-être au courant de la situation en RDC. Le M23 et les forces armées rwandaises ont lancé une offensive sur Goma, une des villes les plus peuplées de la République démocratique du Congo. Ils la contrôlent presque totalement. Les actions du Rwanda et de... Je vais aller chercher celle que j'avais fait circuler. Voilà, hop. Monsieur le commissaire désigné, bonjour. Voilà. Je m'exprime en français. Voilà. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe ce principe. Mais dans les faits,
la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Voilà. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations des droits humains. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Donc, Honorable member, thank you. je ne vous laisserai même pas écouter la réponse du député qui était la réponse du commissaire qui était d'une nullité déconcertante. Je veux seulement encore reprendre la dernière déclaration du même député. Le même député a fait une déclaration ces dernières heures qui peut nous intéresser. Je lui redonne la parole. C'est un homme très courageux qui vraiment... Voilà. Je vais prendre maintenant la déclaration du député, le député Thierry Mariani. Thierry Mariani est intervenu lui aussi à l'Union européenne. C'est pour vous montrer que c'est une évidence à l'intérieur de l'Union européenne. Une condamnation à mort est une sentence que notre Parlement ne peut pas accepter. C'est pas ça que je veux. Mais n'oublions pas que la République démocratique... C'est pas celle que je veux. C'est une autre intervention du même député, le député Mounir Satouri. L'homme que vous avez écouté tout à l'heure s'appelle Mounir Satouri. Je lui redonne la parole. Hop. Totalement. Les exactions du Rwanda et de son proxy M23 en RDC sont connues, documentées en 2024. Plusieurs rapports de l'ONU ont été publiés sur le sujet. Les preuves sont là. Le Rwanda responsable de recrutement forcé d'enfants soldats, de massacres de civils, d'utilisation du viol comme arme de guerre et de pillage systématique des ressources de la RDC. Pourtant, en 2024, c'est l'année où la Commission a signé un accord d'entente avec le Rwanda pour importer sur le sol européen des minerais stratégiques auprès du Rwanda. Une grande partie de ces minerais proviennent de la RDC. En novembre, à l'occasion des auditions des commissaires, j'ai demandé au commissaire Sikela s'il comptait suspendre cet accord avec le Rwanda. Il m'a affirmé qu'il n'était pas au courant, mais alors pas du tout, qu'il n'a jamais entendu parler des exactions commises par le Rwanda. In pieces of information I have available are basically saying something different. Rwanda is one of our most prominent partners in Africa. Vu la situation récente à Goma, j'ai donc décidé de lui envoyer une lettre qui a été co-signée par près de 30 députés européens de différents groupes. Nous lui demandons de suspendre l'accord d'entente et d'arrêter les financements des activités militaires de l'armée rwandaise. Je vais lui envoyer les rapports de l'ONU qui documentent le désastre qui se joue sous nos yeux. Ils sont assez épais, vous le voyez, et je vais aller les affranchir pour qu'il le reçoive dans son bureau à Bruxelles. Il ne pourra plus, à partir de la réception de ce document, dire qu'il ne sait pas, qu'il ignore la réalité, que la responsabilité de l'Union européenne n'est pas engagée. Nous avons appris que... Voilà. Très bien. Alors, donc ça, c'est d'abord ce qu'on appelle le fait. Quand le docteur des preuves est au travail, il commence d'abord par vous donner les faits à propos de chaque question qu'il aborde, n'est-ce pas? Personne de ceux qui suivent la présente conférence ne peut dire le Rwanda n'est pas financé par l'Union européenne pour piller le Congo. Personne ne peut le dire. Personne sur la terre ne peut le dire devant les preuves qui sont à votre disposition. Personne ne peut dire les armes que le Rwanda utilise pour ensanglanter le Congo sont fabriquées au Rwanda, sont achetées avec l'argent de la richesse du Rwanda. Ce n'est pas vrai. La richesse du Rwanda ne lui permettrait pas de se procurer le type d'armes sophistiquées avec lesquelles il attaque le Congo. Ce sont les armes qui lui sont fournies par ses parrains occidentaux, le Rwanda. De telle sorte que, de manière très logique, on doit savoir que la guerre que le Rwanda mène contre la République démocratique du Congo est indirectement une guerre
au service des intérêts de l'impérialisme occidental. Ça aussi, c'est une vérité scientifique. Voilà la première leçon. Il faut que les Africains apprennent à avoir le courage de servir la vérité. L'ONU même a reconnu que le Rwanda attaque la République démocratique du Congo pour le piller. Alors, quelle est l'explication que le Rwanda, de son côté, le régime rwandais de Kagame, a tenté de donner de son intrusion à RDC? L'explication traditionnelle du Rwanda, c'est de dire que des militaires de l'ancien régime Habyarimana, qui a été renversé par la rébellion de Paul Kagame, vivent désormais en République démocratique du Congo et menacent la sécurité du Rwanda. En vérité, ce n'est pas vrai, parce que depuis plusieurs années, la force de l'armée rwandaise est telle qu'on n'a plus noté d'événements militaires contre le Rwanda sur son territoire de la part des anciens membres précisément des forces fidèles au régime Habyarimana. Ce n'est pas vrai. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'initiative massive d'agression militaire contre le Rwanda partant du territoire congolais. Aucune. Félix Tshisekedi et avant lui Joseph Kabila ont veillé à ne pas permettre une attaque militaire massive à partir de la République démocratique du Congo vers le Rwanda. Ces faits-là se sont raréfiés. On n'en est même plus à la période du génocide dans les années 94 ou même à la période du régime Kabila où il y avait une certaine fragilité militaire de cette frontière. La frontière rwando-congolaise était en train de devenir une frontière pleinement commerciale quand Kagame a décidé d'inventer le M23, de l'envoyer au Congo pour voler, pour piller les richesses du Congo. Donc la thèse rwandaise de l'intrusion dans le territoire congolais à la recherche de la sécurité de sa frontière n'est qu'un alibi, un prétexte. Car on voit très bien que si l'Union européenne est allée jusqu'à signer des traités pour exploiter les richesses du Congo à travers le Rwanda, cela veut bien dire que ce n'est pas pour la sécurité de la frontière nord du Rwanda ou pour la sécurité de la frontière ouest du Rwanda que le Rwanda est entré en République démocratique du Congo. C'est bel et bien pour voler et fournir, en tant que bon receleur, en tant qu'État receleur, fournir, eh bien, ses parrains. Voilà pour ce qui est des faits. Maintenant, il y a d'autres leçons qu'il faut tirer de la crise congolaise. L'une des premières leçons, c'est que sans la fin du soutien au Rwanda et sans des sanctions internationales sévères, y compris des sanctions africaines contre le Rwanda, la République démocratique du Congo risque d'imploser dans une violence incontrôlée sur tout son territoire, avec des conséquences que nul d'entre nous ne peut imaginer. Donc la deuxième leçon qu'il faut tirer, c'est qu'il faut immédiatement désarmer le Rwanda. Il faut immédiatement chasser le Rwanda du territoire congolais si l'on ne veut pas que le Congo implose. Et en implosant, le Congo va déstabiliser toute la sous-région d'Afrique centrale. Parce que si les flots de réfugiés congolais doivent entrer en République centrafricaine, doivent entrer au Congo-Brazzaville, doivent entrer au Cameroun, doivent entrer vers le Tchad, doivent remonter vers le Soudan, doivent entrer vers le Kenya, si le peuple congolais tout entier se met sur les routes, l'Afrique centrale explose. Regardez bien le danger humanitaire et le péril régional que cela comporterait, en plus avec le risque qu'un certain nombre d'épidémies potentiellement pandémiques qui ont été injectées à l'intérieur du territoire congolais, le risque qu'avec cet exode, ces épidémies se répandent d'une manière terrible. Ce risque-là serait celui, en réalité, d'un véritable et immense génocide africain. Par des voies militaires, par des voies sanitaires, par des voies économiques, par des voies de déstabilisation de la sécurité de toutes les frontières. Donc il y a une urgence, d'abord pour les puissances africaines, qui sont les premières concernées. Et je pense ici à l'Afrique du Sud, qui vient pourtant de perdre des soldats, tués par les troupes rwandaises. Je pense ici à l'Angola, qui a une capacité militaire suffisante. Je pense au Zimbabwe. Ce sont des pays qui ont des capacités militaires suffisantes. Il est temps pour eux de prendre à cœur
eh bien, de proposer une intervention militaire ayant pour but de défaire, je ne dis pas, de défaire le M23 et de défaire le Rwanda. Il faut que le Rwanda perde la guerre qu'il livre contre le Congo. Il faut que Kagame perde la guerre qu'il livre contre le Congo. Il n'y aura jamais la paix pour le Congo tant qu'il y aura Paul Kagame au pouvoir à Kigali. Parce que Paul Kagame a conçu la prospérité du Rwanda sur le pillage du Congo. Et il est important que Kagame perde la guerre, qu'il morde la poussière, eh bien du Kivu jusqu'à Kigali. Et c'est la responsabilité première des puissances africaines. Pour moi, ça c'est la deuxième leçon. On ne peut pas laisser Kagame continuer à prospérer dans la déstabilisation sous-régionale. Il existe des armées africaines capables de battre Kagame. L'armée congolaise, telle qu'elle a été construite, telle qu'elle a été structurée, telle qu'elle a été préparée sous les régimes de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi, très clairement, elle n'est pas en capacité. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été suffisamment préparée à la guerre. Elle n'a pas été suffisamment préparée à l'épreuve. On a tout fait pour que cette armée soit fragile. On a tout fait pour que cette armée ne soit pas capable d'affronter l'armée rwandaise. On a tout fait pour créer un déséquilibre militaire entre les deux armées. Ça a été fait exprès. Parce que pour que l'armée rwandaise puisse entrer en territoire congolais, il faut que l'armée congolaise ne soit pas suffisamment armée. Il faut que l'armée congolaise ne soit pas suffisamment entraînée. Il faut que l'armée congolaise ne soit pas en confiance. Il faut que l'armée congolaise n'ait pas été préparée sérieusement à défendre son territoire. On a veillé à fragiliser la République démocratique du Congo en interne et en externe et à renforcer le Rwanda parce que c'est la condition pour que le pillage et le business continuent. La réponse à ce problème doit venir d'abord de l'Afrique et des grandes puissances africaines qui sont autour de la République démocratique du Congo. Elles doivent entrer au Congo, aller chercher l'armée rwandaise, la battre jusqu'à Kigali, jusqu'à ce que Kagame fuit. Parce que c'est lui le problème. Tant qu'il n'est pas militairement battu, on n'a pas la paix dans les Grands Lacs. Ça, c'est la deuxième leçon. La responsabilité des États africains pour battre le Rwanda. L'armée rwandaise doit être battue. Parce que tant qu'elle n'est pas battue, elle ne laissera pas le Congo en paix. Ça, c'est la deuxième leçon. Il y a une troisième leçon. Et elle s'applique à Félix Tshisekedi, que je n'ai pas appelé par hasard le mollasson Tshisekedi. L'Europe peut-elle encore se présenter comme un partenaire crédible? Les faits sont là. L'UE finance un État accusé de déstabiliser son voisin, tout en prétendant œuvrer pour la paix et la sécurité en Afrique. Cette contradiction jette un discrédit total sur son rôle de médiateur dans les conflits africains. Les Africains doivent-ils encore faire confiance à des institutions internationales dont les actes contredisent les discours? La RDC peut-elle espérer que la communauté internationale protège sa souveraineté, alors que certains de ses partenaires financent son agresseur? L'heure est-elle venue pour l'Afrique de s'émanciper totalement de ses influences extérieures toxiques et de redéfinir ses alliances stratégiques? Ce scandale met en évidence une vérité brutale. Seuls les intérêts comptent. L'Europe ne défendra jamais l'Afrique mieux que les Africains eux-mêmes. La RDC et ses alliés doivent prendre leur destin en main, sous peine de rester piégés dans ces jeux d'influence où leur souveraineté est la monnaie d'échange. Le continent doit cesser d'attendre des solutions de l'extérieur et construire son propre modèle de coopération et de défense. Le choix est simple, continuer à subir ou reprendre le contrôle. Le débat est ouvert. À vous de trancher.